Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de la section ICM Amos. Je me présente, Ghislain Mécamo, vice-président de la section Amos, ICM Amos. La conférence de ce soir est web diffusée en direct et restera disponible pour visionnement sur notre page Facebook et aussi sur celle de Médiaté. Je vous invite aussi à visiter notre page Facebook et à liker, puis vous allez avoir toutes les nouvelles quasi hebdomadaires ou quotidiennes. Donc, puis on tient aussi à remercier nos commanditaires 2018-2019. Je ne sais pas pourquoi je me sens un peu jugé aujourd'hui. Nos commanditaires 2018-2019, entre autres les consommations que vous avez eues en entrant aujourd'hui, c'est grâce à IDEC et Forage Nordique. Donc, une feuille de présence va circuler. Daniel? Puis, et puis ça nous permet de vous envoyer le PDF de la conférence. Il y a aussi une boîte à l'entrée, à l'arrière, qui sert à recueillir vos cartes d'affaires, parce que mon ami Robert dit toujours qu'il y a de la misère à lire. C'est pas que vous écrivez mal, c'est parce qu'il ne lit pas bien. Je vous demande aussi de ne pas oublier d'éteindre vos cellulaires. Moi, c'est fait. Donc, la conférence de ce soir est donnée par M. Robert Cloutier, géologue senior, opération chez RNC Minerals. Gradué de l'Université de Montréal en géologie, il possède plus de 25 années d'expérience dans les domaines de l'exploration et de la production minière. Il est membre de l'Ordre des géologues du Québec. Il a débuté comme aide-foreur, puis a occupé des postes de géologue pour, entre autres, Or Ressources, Mines Horizon, TVX Gold, Lac Minerals, Barrick et Cambiard. En 2007, il s'est joint à l'équipe de Royal Nickel Corporation comme géologue. En 2010, il fut promu au poste de géologue senior opération d'exploration pour prendre en charge l'exploration pour le projet Dumont. Depuis 2015, il s'occupe aussi d'évaluation du projet et s'implique dans la logistique des projets de TNN. Donc, Robert. Merci, Ghislain. Ça me fait plaisir, en passant, de féliciter Ghislain, qui est grand-père pour la 4e fois. C'est tout récent. Je pense qu'il l'a appris après-midi. La Harford Mining, dans la présentation, Ghislain m'a présenté comme RNC Minerals, mais Harford Mining, en fait, c'est une compagnie publique depuis 2017, mais avant d'être publique, c'était True North Nickel, TNN, dont il parlait, Royal Nickel, RNC Minerals, est impliqué dans Harford Mining, autrefois True North Nickel, TNN. Les avertissements d'usage pour vous dire que tout ce que je dis, ça ne se réalisera peut-être pas, en tout cas pas tout de suite. Comme vous pouvez le voir, la présentation est très anglophone. Hein? J'ai été en vacances la semaine passée, j'ai reçu la présentation pendant que j'étais en vacances, puis ma conjointe ne m'a pas laissé l'occasion de travailler sur la francisation. C'était une espèce d'échange, hein, où bien je la francisais, puis je ne sais pas si je survivais jusqu'à aujourd'hui. Mais sinon, je peux la donner en anglais si vous insistez. Merci de ne pas insister. Ça fait que Harford Mining, c'est une compagnie d'exploration. Dans le moment, c'est strictement de l'exploration, de l'exploration de base. On focus sur les projets dans des régions qui sont sous-explorées. Notre focus actuel, c'est le nord, le Nunavik, la ceinture de Cape Smith. On a découvert dans la ceinture de Cape Smith, là, c'est moi qui... OK. Je vante souvent mon pointeur, mais je l'utilise presque pour la première fois. Dans la ceinture de Cape Smith, on a découvert la propriété Kikavik, qui est quand même une grande propriété qui
qui a au-dessus de 40 km de large. Les premières découvertes d'or majeur dans ce secteur-là. C'est détenu à 100% par Harford Mining. On a, au travers de la longueur de la propriété, on a 11 showings d'or qui sont vraiment intéressants. On va en reparler un petit peu plus en détail. Ça, c'est juste la diapo du résumé. Ce qui nous a amené dans ce secteur-là, c'est la propriété West Raglan, propriété de nickel et des éléments des groupes platine-palladium, qui est aussi détenu à 100% par Harford Mining, une propriété aussi de 55 km. J'ai le nombre de claims. Kikavik, il y en a 781. West Raglan, il y en a 1126 claims. C'est quand même des grandes propriétés. Harford Mining, West Raglan, voyons. Ah, OK. West Raglan ici. C'est du nickel. Le nickel avait baissé un peu de valeur. Les 2 dernières années, on n'a pas travaillé sur la propriété West Raglan. Le focus a été mis sur la propriété Kikavik. Puis évidemment, on regarde pour d'autres propriétés. Puis j'aimerais ça changer. Bon, OK. L'équipe de Harford Mining, on a plusieurs personnes qui sont en commun aussi avec RNC Minerals. Voyons. C'est le fun. Cette diapo-là, c'est simplement pour illustrer qu'une propriété ou un projet dans le nord, dans le Grand Nord, c'est réalisable, puis il y a moyen de faire quelque chose d'économique. Si vous regardez ici Agnico Eagle, oups. Bon, c'est le fun. Agnico Eagle a ses projets ici, qui sont encore plus au nord que nous autres, puis la mine Raglan est juste à droite, juste à l'est de nous autres. Bon. Si vous allez sur Gestime puis vous regardez les claims qu'on détient dans ce secteur-là, vous allez réaliser qu'on parle tout le temps de Kikavik ici, West Raglan ici, mais il y a une autre petite propriété qui est là. Mais actuellement, cette propriété-là, on travaille un peu moins dessus. Le focus est vraiment mis sur Kikavik. Pour l'instant, on la considère comme étant faisant partie de Kikavik. De Kikavik, excusez. On a un camp qui est situé sur West Raglan. Voyons. OK, qui est quelque part ici. Un camp pour 60 personnes. Quand même, le camp, il datait d'anglo-américaine. Il y avait quelques années. On a travaillé fort pour le remettre en état. Beaucoup d'augmentation, beaucoup d'amélioration au niveau électrique sur le camp. Voyons. Bon. Hey, je vais faire à la main. Alors, ça va juste y prendre quelques instants. Bon, je ne suis pas mieux, je suis allé à toute fin. OK. Bon, OK. La propriété Kikavik comme telle. La propriété Kikavik dans la ceinture de Cape Smith, ici. La ceinture de Cape Smith, de base, est divisée en 2 parties. West Raglan est dans la partie sud, qui est la partie qui est plus ultramafique. Puis la propriété aurifère Kikavik est située dans la partie nord de la ceinture de Cape Smith. C'est une propriété qui est recoupée par plusieurs grandes failles
qui traverse la propriété, principalement la faille qu'on appelle la faille Kikavik, traverse la propriété d'est en ouest, avec plusieurs petites failles, des petits embranchements qui découlent de cette faille-là. Ce qui fait qu'on a plusieurs éléments pour le transport des fluides minéralisés. Puis les petites failles qui repartent de la faille Kikavik aident énormément aussi à la concentration de la minéralisation. Bon, puis, on va le voir dans la prochaine diapo. Hey. Je comprends vraiment pas comment ça se fait. Pourtant, le piton est assez gros. Bon. On va me tenir plus ici d'abord. C'est de valeur pour l'éclairage de François. La ceinture volcano-sédimentaire de Cape Smith. On voit l'âge ici. Cette diapo-là, je l'ai mis plus pour la partie géologie. Okay. C'est composé d'éléments tectonostratigraphiques qui sont tout accolés ensemble. Comme je disais tantôt, elle est divisée en deux domaines. On les voit ici, le domaine sud qui est ici, le domaine nord. Puis c'est vraiment là sur le terrain, c'est vraiment très différent. Il y a la faille Bergeron que vous voyez qui fait la ligne ici, qui est le contact entre les deux. Évidemment, sur Kikavik, l'information géologique que je vous donne ici, c'est l'information qui est générale, qu'on peut retrouver. Puis la raison, c'est que c'est pas évident c'est un secteur qui est très au nord. La période de travail là-bas est extrêmement courte. Pour vous donner une idée, l'année passée, on est rentré le 10 juillet. Il y avait 3 pieds de neige encore sur le camp. Il a fallu prendre une journée juste pour pelleter, pour accéder au bâtiment. Quand on est reparti le 28 août, ben, la neige a recommencé. Ce qui fait que la fenêtre de travail là-bas est d'environ 60 jours. Puis ça inclut la mobilisation puis la démobilisation. Comme l'été passé, on a réussi à faire 3 semaines de travaux de prospection, cartographie, échantillonnage de terrain. Puis à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines de forage aussi au travers de ça. Fait que la période est très courte, ce qui fait qu'en 3 étés de travail, on n'a pas 10 semaines de travail de fait. Ça fait qu'il y a encore beaucoup d'informations à aller chercher. Il y a beaucoup de zones. On a noté des pendages, des directions, mais comme par exemple la faille Kikavik, qui est une faille de chevauchement, les pendages qu'on a actuellement varient entre 18 degrés et 60 degrés. C'est très variable. Il reste encore beaucoup d'informations à aller chercher. Ah, oui. Tu peux faire celui-là ici. Ça va être plus facile. Peut-être que je n'ai pas fait recharger mon pointeur assez longtemps. Je ne sais pas. Les zones à haute teneur, la propriété Kikavik, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer une diapo, est vraiment caractérisée par des échantillons de haute teneur sur des échantillons des grab samples, des échantillons de roches choisies qu'on a ramassés là-bas. Puis là, on est rendu à l'étape où est-ce qu'il faut aller un petit peu plus loin pour confirmer par forage ces éléments-là. Mais cette diapo-là est pour montrer que c'est un secteur qui est quand même... C'est les premières découvertes majeures en or dans ce secteur-là. Il y en a déjà eu des découvertes en or, mais jamais aussi concentrées et en aussi grande quantité sur une même propriété. Ensuite, il y a ici où ça a été travaillé plus pour le fer. Il y a tout récemment, il y a un petit peu plus d'exploration pour l'or, le nickel. Mais dans la continuité, ici, il y a eu, historiquement, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour
l'or, on le voit ici, c'est indiqué ici, là, pour l'or au Manitoba et Saskatchewan. Oui, merci. La propriété Kikavik est incluse dans le groupe Parent. Encore une fois, c'est une séquence volcanique qui est composée principalement de coulées de basalte. Il y a plusieurs intrusions. On en voit ici. Il y en a quelques-unes, comme les plus petites ici, là, c'est des petits granitoïdes. Vous allez voir un peu plus loin. Il y a, dans la légende, il y a granit, mais pas les mêmes couleurs. C'est juste parce que sur le terrain, c'était 2 granites qui étaient différents, mais on n'a pas plus d'informations. Ça, c'est 40 km de long, là. Nous autres, quand on le voit, puis quand on est arrivé sur le terrain, puis qu'on a vu de l'or partout, la première été, quand on est arrivé là, on a commencé à se promener sur le terrain. On a fait des coupes au 1 km, espacées au 1 km, pour commencer à reconnaître le terrain. Puis dès les premières journées, on a ramassé des échantillons avec de l'or visible dedans. Il y en a un peu tout le temps, un peu partout, excusez, le long de la propriété. Ce qui fait que ça nous a fait penser un peu à ce qui se passe entre Val-d'Or-Cadillac, où il y a plusieurs mines un peu tout le long. Vous allez voir, on a plusieurs zones qu'on a nommées dans la propriété. Peux-tu changer, s'il vous plaît? OK. Ici, je reviens une en arrière. Ça. Je reviens sur l'historique un petit peu ici de la propriété Kikavik. En 95-98, Falcon Bridge, avec Sochem, ont fait des travaux sur la partie Gerfaut. C'est la partie extrême ouest de cette propriété-là. Ils ont découvert par forage c'est ici. Ils ont découvert par forage une intersection ou des intersections qui étaient vraiment intéressantes. Sochem est revenu, a rééchantillonné, a ajouté des échantillons dans le trou, a augmenté la valeur de la découverte. Ce qui fait qu'un petit peu plus tard, en 2011-2012, Tectonic Resources avec Corvus Gold sont revenus, ont retravaillé, ils ont allongé le bloc Gerfaut jusqu'à 12 km. Ils ont fait de l'échantillonnage, ils ont identifié des nouvelles anomalies. Prochaine diapo. En 2015, Royal Nickel, RNC Minerals a regardé pour d'autres propriétés. On regardait à l'époque pour le nickel. On a vu la propriété West Raglan de Anglo. Anglo s'en départissait. On a racheté la propriété. Puis on a passé un été de terrain là. Tant qu'à être rendu aussi loin que ça, ben pourquoi pas regarder ce qu'il y avait autour, puis avec Gerfaut qui était là, qui avait une intersection qui était vraiment intéressante. On a été sur la propriété Gerfaut, puis finalement, en la prenant, en faisant une option d'achat ou d'acquisition avec Gerfaut, on a aussi ajouté presque 500 claims tout de suite en même temps pour aller travailler à l'été 2016 tout de suite sur cette propriété-là. Alors, en passant, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure aussi. Oui, Justin? Ah, OK. Si vous avez une question, levez la main, Justin va aller vous voir avec le micro. Cette diapo-là, c'est pour illustrer les teneurs de grab sample qui sont quand même assez significatives, puis en même temps montrer les différentes zones d'intérêt qu'il y a sur la propriété. Si on commence du côté est, ici c'est le secteur Gerfaut, Gerfaut Nord, Gerfaut Sud,
puis un autre Dangerfo, un autre petit secteur, là, Django Angus. Découverte de 2018, c'est la zone, le secteur Interlake, avec un 342 grammes tonnes sur lequel on va investiguer plus l'été prochain. La zone centrale juste en haut d'Interlake. Aurora, Focus, Intrusive. Celle-là, c'est vraiment une zone qui est autour d'un gros granitoïde. Et Espérance à l'est. Puis il y en a une nouvelle à l'extrême est qu'on a commencé à nommer. Aurora, ça a été au niveau du terrain, c'était pas mal la plus spectaculaire. Il y a une structure aurifère qui est là, puis à toutes les fois qu'on allait pour leur vérifier, on retrouvait un autre échantillon avec de l'or visible dedans. Puis vous pouvez regarder les échantillons, là, les teneurs qu'il y a là. Ça, c'est tout des grabes, là, des échantillons de roches choisies. C'est tout le long de la propriété. Il y a de quoi là. Next. Ensuite, on a fait du forage, principalement 2017-2018. 2016, on a voulu forer, mais ça a été un petit plus de problèmes techniques avec les vieilles foreuses qui étaient restées sur le site. Ça n'a pas été un succès technique pour le forage. Ce qui fait qu'en 2017-2018, on a été avec des foreuses plus récentes, puis ça a bien fonctionné. On a réussi à faire du forage. On a fait, je l'ai noté ici, jusqu'ici, en 2017, on a fait 23 trous pour 2700 mètres et en 2018, on a fait 8 trous pour 1200 mètres. Ça, c'est réparti sur 40 km ou en fait peut-être un 30-35 km. Ça fait quelques trous sur la section Interlake. Oups. La zone Interlake ici, on a réussi à mettre 2 trous sur une même section pour essayer de définir quelque chose. La partie intéressante de cette zone-là, ce n'est pas nécessairement les teneurs, parce que les teneurs sont quand même pas si élevées que ça, mais c'est l'épaisseur des zones qui commence à se positionner. Mais ça prend du forage pour réussir à trouver les bons secteurs. Mais celle-là, c'en est une qui est très un secteur qui est très prometteur. Aurora, ici, on a fait quelques trous, mais les teneurs n'ont pas vraiment ressorti. Espérance, ici, ça a été intéressant. On a quand même des 2,39 grammes tonnes en or, un peu de cuivre sur 2,5 mètres. Les teneurs, qu'on trouverait ça ici dans le secteur, ça serait vraiment intéressant. Pour là-bas, il manque un petit peu de... Il faudrait tasser la virgule. Oui. Mais il ne faut pas se décourager. On le voit avec les échantillons de surface. Il y a vraiment du jus dans ce secteur-là. Il faut le travailler encore. Prochaine. Une des difficultés qu'on a là-bas, c'est il n'y a pas beaucoup de morts-terrain, mais le terrain est très difficile à travailler. Un affleurement, là, un bel affleurement, ça ressemble à ça. Puis il faut le vérifier si c'est vraiment un affleurement ou c'est juste un gros morceau. C'est pas facile vraiment à travailler. Puis la plupart du temps, ça va ressembler à ça. C'est pas nécessairement un affleurement. C'est de la roche qui est sub en place, qui est tout cassée par le gel, le dégel, puis qui a bougé un petit peu.
Ça complique beaucoup le travail pour identifier le positionnement des structures pour après ça les reforer parce que ça bouge. Next. Frost boil sampling. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par trouver un mot en français pour frost boil. Des ostioles. Vous regarderez sur Wikipédia, là, c'est bon. Ça fait 1 an que je cherche ce mot-là. Fait que les frost boils, en fait, c'est simplement un mouvement de convection dans le sol avec le gel et le dégel qui fait que les roches ou le mort-terrain qui est en contact avec le bedrock, la roche, ben, se retrouve à circuler puis il remonte à la surface. Fait que quand on fait notre échantillon de mort-terrain, un échantillon de til, ben, on essaye d'aller dans les frost boils. Ça fait comme j'ai pas de diapo là, clair de ça, mais ça fait comme une zone ronde sur le sol où ça fait une petite bosse, une petite remontée. En fait, c'est le même principe qui cause des nids de poules dans nos routes. Là. La petite remontée. Encore une fois, ce diapo-là, c'est pour montrer aussi l'ensemble de l'échantillonnage qu'on a fait. Tout le long des lignes qu'on a marchées. Si c'était de la roche, on prenait 1 gramme, un échantillon de roche. Si c'était du sol, on prenait un échantillon de til dans un frost boil qui était le plus proche. Ce qui fait qu'on a vraiment couvert l'essentiel de la propriété. Il y a des secteurs, comme vous le voyez, ne sont pas couverts, mais c'est parce que la propriété s'est aussi agrandie par après. Fait qu'il y a des zones qui ont été ajoutées, puis il nous reste encore à travailler. Il y a encore énorme. Puis n'oubliez pas, les lignes qu'il y a là, ça peut paraître, il peut paraître d'en avoir beaucoup, mais comme ici, il y a 1 kilomètre entre chacune. Là. Il y a de l'espace. Là. Il peut y avoir beaucoup de choses entre chaque ligne. Merci. Un lever aérien qu'on a fait en 2018, il y a probablement aussi un composite des années précédentes. On va remarquer qu'il en manque un petit peu. Je l'ai mentionné, il y a eu des ajouts. Attends un petit peu. Il y a, vous voyez aussi de l'ensemble, toutes les structures là, qui recoupent la zone, toute la propriété. On le voit, là, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de failles de chevauchement dans ce secteur-là. Next. Celle-là, on se répète un petit peu. On va y aller. La partie S de Kikavik, en fait, c'est la partie focus elle-même. C'est même la zone Interlake, ça. Voyons. Oups. C'est-tu moi qui l'ai changé? Bon, quand je ne veux pas changer. Oui, s'il vous plaît. OK. En fait, c'est juste un petit peu plus de détails pour montrer les quelques trous de forage qu'il y a. Puis ça, c'est ce qu'on a frappé l'été passé. La partie intéressante de ça, c'est une zone, c'est un cisaillement minéralisé. Puis encore une fois, c'est l'épaisseur qu'on a trouvé là de cisaillement minéralisé qui est intéressante. On prévoit faire pas un mag, mais un relevé IP et mag sur ce segment-là, probablement cet été. Oui. On a aussi fait les comptes de grains d'or. Je ne sais pas si c'est assez gros pour que vous puissiez les voir. Mais vous allez pouvoir les voir de toute façon sur la présentation, sur le PDF là, que je vais vous envoyer. Mais encore une fois, les grains d'or sont là. Il y en a. La dispersion
glaciaire. Le dernier mouvement est du sud vers le nord, mais un petit peu orienté vers le nord-nord-est. C'est encore une fois, c'est c'est simple pour illustrer encore une fois le compte des grains d'or qu'on a, puis montrer qu'il y a quelque chose dans le secteur. Prochaine. Ici, Aurora, la zone vraiment intéressante, la zone haute dans Aurora est vraiment ici avec toute cette structure-là. Ici, il y a des grains d'or qu'on a identifiés partout à surface. Vous voyez les teneurs qui sont quand même assez intéressantes. Oups, c'est-tu moi? Bon, excuse. Vous voyez les teneurs qui sont quand même intéressantes sur les grains d'or qu'on a trouvés. On a eu de la misère à concrétiser dans les trous de forage, mais même les channels sont quand même intéressants. Il y a aussi une autre zone ici où il y a une plaque de granit qui est là. On a autour, on a trouvé, on a plusieurs intersections, pas intersections, mais plusieurs échantillons choisis avec de l'or dedans et des teneurs en or. On revient du côté ouest de la propriété, excusez, avec Garfo. Garfo, c'est la découverte initiale de cette propriété-là. On n'a jamais été capable de trouver la source de l'or dans le trou de forage qu'il y a là. Ce qui fait que, particulièrement en 2016, on a passé du temps pour cartographier le secteur, essayer de comprendre. L'année passée, on a retravaillé, on a essayé d'investiguer, on n'a pas trouvé la source. C'est probablement un des secteurs qui va être choisi pour cet été. Puis la raison pour laquelle je dis que c'est probablement un des secteurs, c'est que là, on a plusieurs secteurs dans la propriété. On arrive à un point où est-ce que c'est difficile de tous les travailler parce qu'on est pas capable de mettre assez de temps dans chacun. On va en choisir 2 ou 3, puis c'est sur ceux-là que le focus va être mis pour l'été prochain. On sait déjà que Interlake, la zone au centre, c'en est une qui va être choisie. Espérance, des très grosses chances qu'il y ait des travaux aussi qui sont là. On n'a pas encore parlé, mais Espérance, c'est vraiment un très bon secteur avec de l'or et du cuivre. Puis Garfo s'en va promettre le troisième secteur. Il y avait une question? Excusez-moi, merci. Teneur et épaisseur, parce que là, mes yeux me font défaut, là, la diapositive, puis ce que je vois est relativement petit. Est-ce qu'on peut donner un peu plus d'informations? C'est 10,5 mètres avec 3,08 grammes-tonnes d'or. Ah, ben, c'est l'intersection qu'il y a dans ce secteur-là. On a trouvé un peu d'or visible aussi dans les échantillons de surface, mais on n'a pas réussi à trouver de la source de cet or-là pour celui-là. Dans les diapos avant, écoute, on peut reculer un peu. Si tu regardes ici, oui. Ici, on a, voyons, on a 1 gramme, 1,02 sur 1,3 mètres. On a 13,68 sur 30 cm. Ça, c'est la zone Aurora. La zone Aurora était très bonne en surface, mais on n'a pas été capable on a fait, dans les quelques trous qu'on a fait, on n'a pas été capable de concrétiser. On recule encore. OK, ici, je reviens à Interlake. Interlake, ben, il y a 24 mètres
à 0,40, même moi, à cette distance-là, je pourrais le lire, 48 grammes-tonnes. Le côté intéressant de celle-là, c'est l'épaisseur. Puis c'est une zone qu'on n'a pas vu nécessairement ou qu'on a retravaillé parce que c'est une zone cisaillée. C'est simplement une zone cisaillée minéralisée. Fait que là, on peut avancer. Fait que c'est pas des grosses teneurs dans le forage, mais il n'y a pas beaucoup de forage. L'autre. Espérance, oui. Bon, Espérance, elle, c'est hors cuivre. Puis les teneurs en forage ont été un petit peu meilleurs que les autres. Ici, on a un 5,62 grammes-tonnes d'or sur 90 cm. On a un 3 grammes-tonnes sur 7 cm avec 0,15 % cuivre. On a 2,39 grammes-tonnes d'or avec 0,26 % cuivre sur 2,5 mètres. Il y en a un peu plus. Il y a aussi des teneurs qui sont un petit peu plus intéressantes aussi. Il y en a encore. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'entre ce qu'on voit à surface puis ce qu'on fait, il faut tenir compte du déplacement glaciaire. Ce n'est pas tout le temps évident. C'est facile des fois de passer. Il ne faut pas oublier non plus, si vous remettez en contexte, là, c'est une propriété sur laquelle il n'y a pas eu de travail avant. On ne sait pas où sont les zones. Il faut les trouver. C'est facile de passer proche, à côté, tomber bullseye tout de suite. Il faut être vraiment chanceux. Habituellement, il faut travailler un petit peu pour avoir le succès. Sur les travaux de terrain qu'on fait, on fait tout le temps très attention pour embaucher des gens des communautés locales, de Sedgwick à Coulivik particulièrement. On utilise aussi le KRG, le Kativik Regional Government, pour embaucher les gens là-bas. On participe avec eux autres aussi pour la restauration des sites miniers abandonnés. On a nettoyé plusieurs sites, récupéré les cochonneries qu'il y avait sur ces sites-là. Prochaine. La propriété West Raglan maintenant. Prochaine. OK. La propriété West Raglan, encore une fois, est dans la partie sud de la bande de Cape Smith. Ce que vous voyez en rouge, particulièrement dans le secteur ici, c'est les poches de nickel qui sont identifiées. Raglan, puis la propriété West Raglan, entre la propriété de Raglan et la propriété West Raglan, il y a environ 40 km. C'est relativement proche, mais ça ne se fait pas à pied, ni même en véhicule. C'est en hélicoptère là-bas. Sur West Raglan, on a un secteur particulièrement, la zone frontier, où nos teneurs puis le contexte géologique sont très similaires à ce qu'il y a à Raglan, pour ne pas dire identique. Notre propriété West Raglan est à 40 km, 40 km de la mine Raglan, qui est le cinquième plus grand producteur de nickel. La mine Raglan, c'est une mine qui est très rentable. Ils ont un dépôt de 14,5 millions de tonnes à 3,21 % de nickel. Prochaine. La propriété West Raglan est assez longue. Si vous voyez ici, là, on a le contact entre deux groupes de roches. Ici, c'est le groupe Shukutat, puis ici, c'est le groupe Povognituk.
On se tient sur le contact. Pour ce que l'information que j'ai, la mine Raglan est aussi dans ce contact-là. Puis le secteur nord de la propriété West Raglan correspond à l'horizon qui est miné par la mine Raglan. Le secteur sud ici correspond à ce que la propriété Nunavik Nickel, peux-tu revenir en arrière? Anciennement Canadian Royalties, Nunavik Nickel, travaille sur la partie sud de notre propriété, sur l'équivalent de la partie sud de notre propriété. On a plusieurs zones ici où est-ce qu'on a identifié déjà plusieurs lentilles. Ce qui est Anglo-American était allé dans cette propriété-là en pensant aller ramasser un énorme gisement de nickel, mais c'est pas ça. Comme Raglan, c'est pas un énorme gisement, c'est plusieurs lentilles. Puis les plusieurs lentilles ensemble font le gisement. C'était pas ce qu'Anglo cherchait à l'époque. Fait qu'Anglo l'a laissé aller à True North Nickel, puis nous, on l'a ramassé. On a continué de définir les principales zones, c'est Frontier, Red, Beverly, ici. C'est les zones qui ont le plus de travail de fait dessus. Mais il reste encore du forage à faire, il y a encore de la définition. On a déjà plusieurs lentilles qui sont définies. En fait, plus de 35 lentilles de sulfure qui sont affleurantes. Nos trous de forage ne dépassent pas 250 mètres. En fait, il y en a quand même plusieurs. Au total, il y a 229 trous de forage pour 43 500 mètres de forage. Il y a des échantillons de surface, des levées EM, des levées MAG. Frontier, c'est vraiment celle qui ressemble le plus à la mine Raglan en teneur et en contexte géologique similaire. Beverly Red qui est juste à côté ici, et Beverly. On a eu du succès dessus. Anglo aussi avait trouvé des choses. TNN avait travaillé beaucoup. Mais encore une fois, c'est du grattage de surface avec quelques trous. On a de une modélisation 3D, mais il reste encore vraiment là, du travail à faire pour amener des ressources sur cette propriété, des bonnes ressources sur cette propriété-là. On a déjà un 4301 qui est fait dessus. OK, ça c'est une diapositive de dernière minute. J'ai eu la diapo à 5 heures après-midi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de légende plus que ça, aussi parce que c'est un composite de plusieurs levées MAG pour regrouper sur toute la propriété. On voit ici là, le secteur nord de la propriété qui est la continuité de ce que la mine Raglan a. Puis le secteur ici, qui est la continuité de ce que Nunavik Nickel a. Les deux se rejoignent sur notre... les deux sont présents sur notre propriété. La West Raglan, la zone Frontier, une photo prise par hélicoptère. On voit ici les modélisations des poches, des pods qu'on a déjà trouvés. Des teneurs quand même de 3,8% nickel. Il y a du cuivre aussi. Des platine, palladium qui sont présents. C'est intéressant. La zone Frontier, c'est la plus prometteuse. Maintenant, il reste à identifier plus de pods, puis des forêts, puis les faire grossir. On a déjà des cibles qui sont modélisées, prêtes à être forées. Il reste juste à les travailler. Comme je vous ai dit, c'est resté en stand-by parce que le prix du nickel n'était juste pas là les 2 dernières années. Mais actuellement, le prix du nickel est reparti à la hausse. Il y a un nouvel intérêt pour aller retravailler là-dessus. Prochaine, s'il vous plaît.
OK, on est rendu à la structure de la compagnie. Le market cap qui est indiqué là est un petit peu plus haut. Ça a été calculé la semaine passée. Quand ça a été calculé, les actions étaient autour de 9 cents. Maintenant, quand je les ai vérifiées un peu plus tôt cette semaine, il était à 11 cents ou 10 cents et demi. Donc, ça a monté un petit peu. Donc, en septembre passé, on avait 1,1 million en banque avec une levée de fonds qui a été faite en décembre passé de 500 000. Prochaine. Ah, OK. Ben, c'est simplement pour résumer, Harford Mining, c'est quand même une compagnie d'exploration qui est jeune. On travaille pour identifier toujours pour identifier des nouvelles propriétés, mais on focus sur les secteurs qui sont peu explorés. Puis on essaye de viser les grosses propriétés, les gisements qui peuvent être potentiellement importants. On a quand même une bonne équipe. On utilise aussi plusieurs équipes de géologues qu'on loue pour les travaux d'été. D'ailleurs, il y en a. Oui. Il y en a qui ont travaillé sur la propriété. C'est l'été passé que tu as travaillé? Okay, oui. En fait, IOS, ils travaillent avec nous autres depuis pratiquement le début sur cette propriété, sur nos propriétés dans le Nord. C'est tout. Merci. Non. On ne viendra pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi la participation de Royal Nickel dans Harford? Écoute, c'est 32-33 là, à plus ou moins 2 près. Là. Ah, bon, j'étais pas bien loin. Non, je vais y aller en marchant. Tes zones de nickel sont où par rapport aux roches? Sont-ils à la base de roches ultramafiques ou sont où? C'est dans des roches ultramafiques. Écoute. À la base ou sont où? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que normalement, à Raglan, toutes les zones sont à la base de systèmes ultramafiques. Disons, c'est vraiment un sulfure qui a percolé vers la base. Là. Dans votre cas, c'est quoi? OK. Je vais avoir de la difficulté à te répondre de façon précise sur cette réponse-là. Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas travaillé beaucoup sur West Raglan. C'est un petit peu loin dans la mémoire, mais ce que je sais que c'est dans il y a le contact, il y a un basalte un basalte comatéitique. Merci. La journée était longue. En passant, j'ai débarqué de l'avion de San Francisco cette nuit. Oui, c'est ça. Il y a le contact de Povungnituk puis le contact juste en haut de Chukutat. Je sais que c'est vraiment là, sur ce contact-là que la minéralisation se tient. Après ça, te dire comment exactement là, comment la déposition s'est faite au niveau de la percolation, là, la mise en place du nickel comme tel, ça, je ne suis pas capable de te répondre, mais je peux t'avoir l'information, par exemple. Pour la zone aurifère au nord, ton nord est dans quelle sorte de roche? Là? Je veux dire, tu n'as pas vraiment expliqué. Non, puis c'est parce qu'il y a de tout dans ça. Sur 40 km, il y a
comme Espérance, qui est à l'ouest complètement, c'est hors cuivre. On a je veux dire, quel contexte? C'est une roche qui a été silicifiée ou altérée ou c'est des zones de quartz? C'est quoi? OK. Aurora, ça semble vraiment être des zones de quartz, des veines de quartz qu'il y a dans ce secteur-là. Dans le secteur Focus, probablement aussi, difficile à dire. Il y a un peu de tout. C'est difficile à dire parce que c'est des grabes beaucoup qu'on a identifiés. En forage, comme par exemple sur Aurora, comme je t'ai dit, on n'a pas eu un succès sur les résultats de forage. C'est-tu parce que on n'a pas tenu compte assez du déplacement ou qu'on a passé à côté? C'est difficile à dire. Ce qui fait que comme on n'a pas vraiment eu un bon succès dans le forage, c'est dur de dire qu'est-ce que c'est. Mais dans les grabes, puis en surface, on voit de la veine de quartz. Sur Interlake, celui-là, c'est plus facile. En forage, ce qu'on a pogné, c'est vraiment une zone de cisaillé minéralisé. Fait que c'est pas nécessairement du quartz, c'est très certainement silicifié, mais c'est oui, mais écoute, dans la zone cisaillée, il y a des sulfures, mais il n'y a pas de. Il y a des petites concentrations, là, mais en fait, il y a les deux. C'est une zone cisaillée où il y a un petit peu plus de minéralisation. Il y a les deux, mais après ça, on a même te donner les orientations, tout ce qu'on a, c'est la carotte orientée. Là. C'est encore très tôt pour donner des orientations précises. J'en ai noté quelques-unes, là, juste pour être sûr de ne pas mêler. Dans Kikavik, les zones de cisaillement vont être plus autour de 50-80 degrés avec des pendages vers le nord, mais on n'a pas de degré de pendage. On pense à des pendages plus à pic, mais il y a encore beaucoup de travail de terrain à faire, puis de forage à faire pour être capable d'avoir des données précises. C'est comme je disais, on n'a même pas 10 semaines de forage, de travaux là-bas, là, de terrain. Fait que c'est encore tout jeune. On a des veines de quartz. Les notes qu'on m'a données par courriel, c'est pas d'infos précises, plus ou moins orientées nord-ouest. On a pris des mesures sur le terrain, mais les mesures vont un peu dans toutes les directions. Fait que c'est difficile. Les affleurements, comme tu as vu, ils sont très maganés. C'est pas facile. Fait qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail à faire. Puis même du travail à faire pour être capable de positionner correctement nos forages, parce que c'est sûr que si on n'identifie pas les zones correctement, c'est difficile d'efforer. C'est un secteur qui est très, très jeune. Là. 2 secondes. Le micro, c'est pour la web-diffusion. Au niveau de la géophysique, j'ai vu que tu as fait du MAG. Oui. Tu fais de la PP? Oui. Okay. Écoute, des secteurs. Ouais. C'est des secteurs, mais tu sais, sur la grandeur de la propriété, ça fait des petits blocs. Là. OK. On a fait dans des secteurs qui sont plus des secteurs d'intérêt. Là. Fait que oui, il y en a un peu de fait. Oui, c'est sûr que ta propriété est jeune, là. Fait que tu as encore beaucoup de travail. Puis la grandeur, c'est très grand. Là, oui. On a fait des levées avec les MAG, les drones MAG. C'est des machines qui sont intéressantes parce que ça couvre quand même pas mal. Le défaut là-bas, c'est que quand ils ne vendent pas, il est à peu près à 30 km/h. On a eu... en fait, les utilisateurs de drones ont eu quelques difficultés à certains moments donnés. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, merci Robert pour cette belle présentation. S'il y en a qui veulent signer la feuille de présence, levez la main, ceux qui ne l'ont pas signé, les feuilles de présence. Puis aussi pour les attestations, vous avez juste à vous présenter ici en avant. Le présentateur n'a pas assez fait, il va se faire un plaisir de signer. Puis aussi pour notre prochaine conférence et activité au cours de la semaine minière, je vous invite vraiment à visiter notre page Facebook. Tout va être annoncé la semaine minière, on débute avec le 6 mai. Ici à Amos, on est très, très, très actifs. Et je vous le dis, ça vaut la peine de vraiment de nous suivre et de même vous inscrire soit aux visites, s'il n'est pas trop tard, mais aussi il va y avoir beaucoup de conférences, dîner-conférences, déjeuner-conférences, et ainsi de suite. C'est bien? Juste pour ajouter, pour la semaine minière, on prévoit encore 3 visites de mines. On va avoir une visite d'un site industriel, Versadril à Val-d'Or. On va aussi avoir 3 repas conférences. Le lundi, le 6 mai, c'est Bonterra qui va venir présenter sur l'heure du dîner. Le lendemain matin, au déjeuner, ça va être Monarque, oui, M. Lavergne, Marc-André qui va venir présenter. Le mardi soir, le prochain 5 à 7, c'est Norascon. Denis Jobin. Denis Jobin, oui, excusez, blanc de mémoire, qui va venir présenter. Ensuite, pour compléter pour fermer la semaine, vendredi midi, ça va être Sylvain Lehoux de Eldorado Gold qui va venir présenter. Donc, les visites de mines qui sont prévues, il y a la mine Casa-Berardi, il y a Eldorado et Goldex. Vous allez recevoir de toute façon les invitations. Vous pourrez vous inscrire aux activités. Je tiens aussi à remercier Mme Dany Charon, technicienne, qui a pu nous aider. Dany est entre autres sur le CA de ICM Amos avec nous. Et comme Robert le dit souvent, parce que c'est Robert qui fait l'animateur, puis pour les présentateurs, il dit toujours qu'on va l'habiller comme il faut. Donc, moi, j'ai un gilet pour Robert. Je ne sais pas si Robert, si tu en avais déjà un, mais voici, que j'ai choisi moi-même. Merci. Je tiens juste à dire, c'est écrit M dessus. Je pense M, c'est pour Mister. Medium. Écoute, étant donné que j'en ai déjà plusieurs, je vais donner le gilet à quelqu'un qui vient souvent. Et puis, pour chaque présentateur, on donne un tableau qui est une gracieuseté de ABC de l'art. Robert, je te présente Marie-Josée. Marie-Josée, Robert. Puis, bien, Dany, est-ce que tu veux... Excuse-moi. C'est elle qui ne me laissait pas travailler pendant mes vacances. Fait que Dany est aussi technicienne photographe. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine.